Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu stressée, donc ça va se détendre. Je suis Estelle Lambert, responsable impact chez BIAP, une agence de la tech nantaise spécialisée dans la conception et le développement d'applications numériques responsables. Je suis particulièrement ravie de pouvoir animer cette table ronde. Déjà parce que c'est infuser une culture d'impact en entreprise quand on est responsable d'impact, c'est une question quotidienne qui n'est pas si évidente que ça à adresser. Il y a une petite équation à trouver entre ce qu'on veut faire, les ambitions qu'on se donne et puis les collaborateurs et collaboratrices qu'on veut embarquer avec nous. Et puis je suis ravie parce qu'on a 3 intervenantes experts sur cette thématique de par leur expérience ou la nature même de leur structure. On a 45 minutes pour vous donner des clés de lecture sur les enjeux, pourquoi infuser l'impact en entreprise, essayer de vous donner des tips, des bonnes pratiques, et puis je compte sur nos intervenants pour aussi parler avec transparence sur les freins éventuellement qu'on peut rencontrer et les erreurs à éviter s'il y en a. Il y en a. J'imagine, j'en connais déjà quelques-unes. Je vais vous laisser vous présenter rapidement. Bonjour à tous, Cédric Etienne, je suis coprésident d'AICI, cabinet d'expertise numérique, 500 personnes, 7 sites en France. Et je suis ravi de partager avec vous cet après-midi notre retour d'expérience du déploiement de notre démarche impact qui a commencé en 2022. Bonjour à tous. Moi, c'est Hélène Driot, je suis directrice conseil chez Scopy, qui est une agence de communication et de concertation. On est basé à Nantes, on est 20 collaborateurs. Je crois que la taille d'une entreprise était un critère aussi pour l'intervention du jour. Donc, je vous raconterai comment nous, à notre échelle, on a mis en place une démarche d'impact. Et puis, ça infuse aussi nos métiers. Donc, je pourrais l'enrichir de ce que j'observe chez nos clients, puisque mon métier, c'est d'accompagner les organisations à mieux se positionner pour mieux communiquer sur leurs projets d'entreprise et leurs enjeux de transformation. Donc, on est aussi dans le sujet. Et salut, moi je m'appelle Antoine Poincaré, je travaille chez AXA Climate, donc AXA, le grand assureur, la boîte du CAC 40. C'était pas le plan dans ma vie perso, parce qu'avant j'avais fait des startups et plutôt des PME. Et AXA Climate, c'est la petite filiale d'AXA qui bosse sur des sujets non-assurance, sur le sujet de la transition environnementale. Donc on essaye de répondre à la question, est-ce qu'on est capable de créer des business qui gagnent de l'argent, qui font pas de l'assurance et qui aident les entreprises de toute taille à accélérer sur la transition. Et moi je suis en charge depuis 4 ans d'une activité de formation, donc on essaye d'aller expliquer aux collaborateurs des boîtes ce que ça veut dire que réussir sa transition d'un point de vue environnemental. Merci à tous les 3. Puis vous avez été assez complet, donc j'avais prévu de focaliser sur les éléments que chaque personne pouvait apporter entre, voilà, toi Cédric, une boîte de 500 personnes répartie sur cette site géographique qui a pris le chemin de l'entreprise à mission en 2022. Donc comment tu t'y prends? Comment ça se passe? Hélène, une taille qui va nous partager son expérience sur une boîte à taille humaine de 21 personnes très engagées dans les transitions. On peut même se demander si c'est encore nécessaire d'infuser l'impact quand on est engagé là-dessus. Et toi, Antoine, parce que déjà une entreprise... Entre 60 et 150 000 selon combien... Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout une boîte impact native de 60 personnes qui accompagne pas mal d'entreprises. Donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, première question pour toi. Est-ce que tu peux rapidement nous décrire ce que c'est l'impact et puis surtout ça veut dire quoi en fait infuser l'impact en entreprise? Alors l'impact, il y a plein de définitions, notamment académiques, un peu ennuyeuses pour ne pas dire plus, que je vais vous épargner, mais si on pourra en parler après si ça vous amuse, notamment entre la différence entre l'output et l'impact. Donc typiquement vous êtes une boîte de formation, un output c'est X milliers de personnes se sont formées. Si vous allez chercher l'impact, vous allez tout au bout du chemin et vous dites est-ce que ces mecs-là ont retrouvé un métier, par exemple. Je crois que ce qui se joue quand on emploie le mot d'impact, qui est devenu honnêtement un peu attrape-tout, hein. Tout le monde nomme un Chief Impact Officer parce que ça fait chic, ça fait un peu nouvelle génération après le directeur ou la directrice RSE. Je crois que ce qui se joue avec l'impact, c'est l'idée qu'on va prendre de l'extra-financier. Donc ça peut être l'égalité des chances, ça peut être de la régénération des environnements, réduire sa consommation d'eau, et on va essayer de le mettre sur un pied d'égalité avec le financier. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, tous ceux qui vous font des comptes à côté de leur compte financier, tout converge à la fin vers un chiffre en euros. Ok, ma marque employeur, c'est bien si elle est bonne, mais parce que ça me permet de recruter des gens plus vite, un peu moins cher. Et à la fin, pour vos investisseurs, pour les banquiers, pour les marchés, il reste un indicateur clé qui est un indicateur de revenus en euros. Et c'est cette idée qu'on va essayer de mettre de force de l'extra-financier dans le financier. Et donc infuser une culture de ça dans la boîte, bah, ça veut dire admettre que tout peut peut-être pas se mesurer en euros, répondre à des questions un peu fondamentales auxquelles on n'a quand même jamais trop répondu, qui est à quoi elle sert ma boîte? Jusqu'à maintenant, moi j'ai fait une école de commerce il y a 10 ans, la question c'était est-ce que quelqu'un achète?
Et la culture des startups depuis 10 ans, ça a été de dire on va trouver des pains, donc des points de friction, des douleurs, et puis on va essayer de les résoudre. Et parce que je les résous, des gens vont payer. Et donc du simple fait que quelqu'un achète, magie de l'offre et de la demande, ma boîte est légitime. Je pense qu'on va vers un monde où c'est plus suffisant. Je pense qu'on va vers un monde parce que tout d'un coup il y a une contrainte qui est j'ai pas autant d'eau que je le souhaite, j'ai pas autant de capacité à émettre de carbone que je le souhaite, j'ai pas autant de ressources naturelles que je le souhaite. À quoi je sers? Et vous voyez bien qu'elle est un peu vertigineuse cette question, parce que qui va décider à quoi elle sert ma boîte? C'est quand même. Alors il y a eu et après j'arrête, pardon, très vite, mais il y a eu des fonds à impact qui se sont créés, des fonds d'investissement. Il y a eu plein de régulations, il y a des fonds verts foncés. Et souvent, eux, ils ont dit, bah, vous savez quoi, je vais mettre un framework très clair sur ma boîte. Je vais dire que voilà, moi, je vends des gourdes. Donc, à chaque fois que je vends une gourde, ça veut dire que c'est des bouteilles en plastique qui ne sont pas achetées. Donc, vous payez très cher une boîte qui vous fait un petit audit de ça et qui évalue qu'à chaque fois que vous vendez une gourde, il y a X bouteilles en moins qui sont générées. Et alors, ça, c'est magique parce que du coup, il n'y a plus rien à changer. Capitalisme effréné et croissance comme vous le souhaitez, puisque plus je grossis, plus je vends de gourdes, plus moins il y a de bouteilles en plastique et plus la vie est belle. Une des boîtes un peu emblématiques de ça, elle s'appelle Stanley aux US, elle s'est mise à cartonner. Les Stanley Cups, c'est des grosses gourdes un peu américaines là, vous voyez, qui résistent à tout en métal. Au début, c'était un truc de randonnée. Et ils ont commencé à faire des drops, donc de la mode. Donc ils sortaient un rouge, puis un jaune, puis une collaboration avec Kim Kardashian, puis machin. Et des gens ont commencé à faire des collections de Stanley Cup. Or, c'est des coupes en métal, c'est des gourdes en métal, ça coûte de l'argent, ça coûte de la ressource. Et on voit bien en fait que c'est pas simplement essayer de repenser le truc et mettre un équivalent en euros et s'en sortir, c'est repenser le modèle fondamental. À un moment, on aura vendu assez de gourdes. À un moment, on aura vendu assez de pinces à épiler. À un moment, on aura vendu assez de machines à laver. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, tous collectivement? Bah, pas de pot, c'est en train d'arriver. On a en moyenne en Europe à peu près ce qu'il nous faut, et en plus, on est en train de détruire notre environnement. Donc, vous voyez, de ce petit bout d'impact, ce qu'on tire, en fait, c'est une question de modèle économique. On ne va pas pouvoir simplement se dire que demain doit être plus gros qu'aujourd'hui sans raison. Mais c'est très désagréable. Moi, j'ai envie que demain soit plus gros qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être payé plus que l'année dernière. Bah ouais, mais c'est pas possible. Comment on réinvente le rôle des boîtes là-dedans? Merci Antoine. Tu veux rebondir? Oui, je voulais rebondir. Nous, l'impact, on l'a vu un petit peu différemment. On s'est dit, on est une société de services digitaux, donc on génère des émissions carbone, on consomme des ressources. Toute l'idée de notre démarche était de nous dire, ces ressources-là, quand on fait quelque chose, il y a une conséquence, quelle création de valeur cela a sur l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on intervient, c'est-à-dire nos clients, les utilisateurs de nos clients, la société, l'environnement, nos collaborateurs et l'entreprise, et de mesurer effectivement si la consommation de ressources, les conséquences négatives de ce qu'on fait, de notre activité, elle est équilibrée par la création de valeur. Ça veut dire qu'effectivement, ça nécessite de se concentrer sur pourquoi on fait les choses et pourquoi on fait les choses, pour qui aussi. Donc, et c'est ces questions-là qu'on se pose qui permettent de définir des objectifs, de les mesurer et d'arriver à mesurer si notre impact il est plus positif que négatif. Merci Cédric pour ce complément. Donc, en synthèse, déjà, l'impact, prendre conscience de l'impact et ensuite l'infuser, c'est déjà s'interroger sur son modèle économique, s'interroger sur le sens qu'on lui donne, pourquoi on existe, pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Et ça, finalement, à toutes les étapes, sur toute la chaîne de valeur. Donc, très bien, merci d'avoir posé le sujet. Mais pourquoi, en fait, on fait ça? À quel enjeu on répond? Est-ce qu'on est sur des enjeux purement RH, des enjeux... on répond quand même à des attentes du marché, on s'aligne avec un projet d'entreprise histoire de ne pas être trop bullshit, ou on est clairement tout simplement dans la question de responsabilité de l'entreprise. Je peux essayer de répondre assez rapidement, puis je laisserai la parole à Hélène et Antoine. Nous, on a une démarche RSE qui date de 2009. Depuis 15 ans, notre premier bilan carbone, on l'a fait en 2009, c'était quand même assez pionnier. On a fait beaucoup d'actions entre 2009 et 2022. Beaucoup d'actions RSE, sociales, sociétales, participation à énormément d'éléments. On a travaillé aussi sur comment diminuer notre consommation en tant qu'entreprise, donc une approche institutionnelle. Et à un moment, nos collaborateurs, ils se sont dit, c'est bizarre, on a une approche institutionnelle, corporate, on a le métier, et les deux ne sont pas rassemblés. On a fait la Convention des entreprises pour le climat en 2022, on a défini une feuille de route. On avait commencé d'ailleurs à créer ce qu'on appelait, nous, le REFEX, le référentiel d'exigence, la manière dont on voulait travailler en faisant des services digitaux utiles, simples, efficients, viables, responsables. Donc mêlant d'ailleurs l'économie et la responsabilité. Et puis, on s'est dit, il faut encore qu'on accélère après la CEC. On s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à associer cette approche RSE institutionnelle
et qu'on l'intègre dans les métiers de nos collaborateurs, avec évidemment une approche numérique responsable, mais qui soit justement concentrée sur la manière dont finalement on crée de la valeur en changeant l'ensemble de nos méthodes. Donc pour répondre à ta question, c'est une transformation globale de la matière dont on fait de la manière dont on fait notre métier, évidemment en accompagnant tous les métiers de l'entreprise à transformer leur manière de faire. Et je finirai là-dessus. On a, nous, une culture, on est une ESN, hein, la culture depuis des années dans les ESN, c'est j'ai quelque chose à faire, que ce soit une mission d'ailleurs ou un projet digital concret, c'est j'ai un coût, qualité, délai, c'est en combien de temps je vais le faire, est-ce que je vais respecter économiquement l'équation de mon projet, de passer de ce quoi et comment je le fais à pourquoi je le fais, en prenant conscience que si je fais du digital, est-ce que ça crée plus de valeur qu'avant? Est-ce que le process sans digital était moins bon? Comment je mesure la création de valeur? Et comment je mesure la création de valeur sur les 6 parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure? Et on a déployé une méthode de A à Z pour accompagner cette transformation et accompagner les collaborateurs à changer leur mindset. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. On en parlera tout à l'heure, justement. Oui, effectivement, c'est pas simple. Et ce que tu pointes, Cédric, c'est la nécessité de la transversalité. Quand on se dit pourquoi infuser la culture d'impact dans l'entreprise, moi, je crois que sur l'impact, il n'y a pas de débat. C'est juste pas une option. C'est une question de survie pour toutes les boîtes. Ce serait comme ne pas regarder en face l'intelligence artificielle aujourd'hui. Enfin, je crois que voilà, la question ne se pose pas. Par contre, la question peut se poser de pourquoi l'infuser, pourquoi ça part pas de la direction et puis on y va avec une ligne directrice. Ce que tu commençais à dire effectivement, Cédric, c'est que pour que ça fonctionne, pour que on joue cette question de survie et de construire l'avenir, on va avoir besoin de tout le monde, de toutes les parties prenantes alignées derrière le projet d'entreprise, et on n'y arrivera que si tout le monde joue sa partition. Donc la partition doit être claire. Ce pourquoi, je pense qu'on y reviendra quand on va aborder la manière dont on s'y prend. On pourra y revenir. Mais voilà, donc là la question aujourd'hui, c'est plus de s'afficher vertueux, c'est vraiment de construire l'avenir, et pour ça on va avoir besoin de tout le monde dans l'entreprise, donc il faut infuser, jouer transversalement. Antoine, tu ouais, moi j'ai un micro-point de rebond et de désaccord léger. Je crois que la question, elle se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est collectivement en train de faire n'importe quoi. On a signé un accord de Paris qui n'était pas contraignant. Dans 3 ans, entre 4 et 5, pardon. Donc dans 4 ans et demi, on aura cramé le budget carbone qui nous reste pour tenir le 1,5 degré de réchauffement. Donc la réalité, c'est qu'on n'est pas en train d'agir collectivement. Il y a des boîtes qui font des trucs super, mais collectivement, on regarde tous le truc et on se dit ça passe. Ça passe, on va pas faire 1,5 degré, on va faire 1,7 degré, 2 degrés, puis il y aura peut-être un peu de techno, puis finalement ça va, l'homme s'est toujours adapté, et on espère s'en sortir comme ça. Donc à la question pourquoi on le fait, c'est un peu un pari de Pascal, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de boîtes qui commencent à se dire, et là ça revient à ta question de survie, ma license to operate va dépendre de ça. À un moment, quand 1,5 degré va être tapé, quand il y aura des chocs de régulation forts. Là, pour l'instant, la régulation européenne dont on se plaint tant et on dit tant de normes, c'est terrible, la CSRD, c'est tant de taf, il faut bien être conscient que la régulation européenne n'est qu'une régulation de transparence. Si vous êtes une boîte dégueulasse, si vous consommez des tonnes de CO2, vous allez juste pour l'instant le mettre dans un Excel. Il ne va rien vous arriver, hein. Vous allez juste le mettre. Alors évidemment, les gens ne sont pas complètement idiots. Ils se disent, si je reporte pendant 10 ans sur le fait que j'ai des chiffres absolument horribles, peut-être qu'un jour, je me prendrai un petit procès pour inaction climatique alors que je savais. Donc ça ouvre des questions, la transparence. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais il faut bien avoir en tête qu'on est juste en train de commencer à demander aux boîtes de reporter de manière transparente sur leurs émissions carbone. Juste ça. Donc, pourquoi on le fait? Court terme, tu peux avoir un peu des incidences RH, tu as raison, c'est un peu plus facile de recruter. Mais la vérité, c'est qu'on arrive toujours à recruter. Il n'y a pas aujourd'hui 40 millions de travailleurs qui... Enfin, tu vois, les grosses compagnies pétrolières recrutent, les grosses compagnies aériennes recrutent. Évidemment, il y a des signaux, mais ils sont à la marge. Donc, c'est un pari sur est-ce qu'à un moment, on va se prendre un choc de régulation tel que des boîtes seront... où des activités seront interdites, et à ce moment-là, est-ce que je serai assez agile pour faire survivre ma boîte, ou est-ce que, au-delà de la régulation, socialement, à un moment, la pression sera tellement forte, et je pourrais dire, ouais, mais regardez, ça fait 10 ans que j'essaye, ça fait 10 ans que je cherche. Moi, je crois qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que la régulation n'est pas plus contraignante que ça. Ah oui, okay, clairement, surtout pour les petites structures ou les PME. Merci à tous les trois pour cette partie. Donc concrètement, il faut y aller. En fait, il ne faut pas se poser de questions. On n'a plus trop le choix, même si la réglementation n'est pas encore très contraignante de manière générale. Quels sont vos conseils? Comment on démarre une démarche à impact? Comment on s'y prend? On commence. Il y a un passage à l'échelle. Ça se fait petit à petit. Je pense que vous avez tous les trois des expériences très très différentes.
suivant la taille de vos entreprises. Et puis toi, Antoine, tu es dans le faire infuser cette démarche-là. Quels sont les tips et surtout aussi les freins peut-être qu'on peut rencontrer quand on se lance là-dedans? Qui commence? J'avais une question en fait, je crois, par personne. Voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Je vais... Oui, bah, on peut démarrer. Nous, on a commencé comment? On s'est dit effectivement, on voulait, on est 500. Donc si on veut vraiment transformer les métiers, il faut qu'on mette en place une approche assez structurée, processée. Donc on est parti de deux principes, c'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure des 6 parties prenantes, donc on a créé un outil qui est l'impact mapping, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois me poser les questions avec un guide sur justement qu'est-ce que ça a comme conséquence et comme création de valeur sur les 6 parties prenantes qu'on évoquait. On a créé une organisation avec 2 managers de haut niveau dans une cellule qu'on a appelée l'assurance impact, qui ont, eux, structuré, accompagné, diffusé ces méthodologies. Cette méthodologie, alors l'impact mapping, on a utilisé des référentiels existants, RGESN, RGA, RGPD, etc., qu'on a aussi adapté à notre propre approche. On a créé des impact boards. L'assurance impact, elle a diffusé auprès de l'ensemble des métiers ces outils, en les accompagnant sur l'ensemble des projets et des missions. Nous, on a fait un choix, c'est de se dire, on est 500, on va se concentrer sur les projets dont on a la responsabilité, parce qu'on est sûr qu'en ayant tous les leviers, on pourra générer la valeur qu'on espère obtenir, et on fera de la communication auprès des 400 autres, en leur donnant aussi des outils, en partageant la matière qu'on aura générée, pour qu'ils prennent le train, mais dans un deuxième temps, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les mettre dans un contexte où ils pourront utiliser toute la matière. Donc, juste pour bien comprendre, vous êtes 100 sur le projet, et donc ces 100 personnes représentent toute la chaîne de valeur d'ASI sur certains projets où vous testez en fait finalement le process aujourd'hui. Oui, alors quand je dis 100 personnes, c'est peut-être 100, 150. On a choisi 16 dispositifs, c'est-à-dire des projets ou des missions qui associent plusieurs expertises, mais sur lesquels on a une responsabilité, un engagement de résultat, si tu veux, où on a assez de leviers ou de périmètres pour se dire on va déployer la méthode, on va influencer nos clients, on va les accompagner, et à la fin, on pourra avoir les impact boards, on pourra avoir nos référentiels renseignés, on pourra avoir tous les éléments, on aura concrétisé l'ensemble de la démarche. Okay. Et aux autres, on expliquera tout ce qui s'est passé. Juste pour terminer, on a créé des rôles, impact manager, donc des gens qui justement avaient la responsabilité de déployer cette démarche avec l'assistance de l'assurance impact, et des experts référents, eux, dont la mission était de travailler sur, enfin au début quand on l'a créé, mais ils continuent aujourd'hui, des communautés pour partager avec leurs pairs les bonnes pratiques, la veille, les tips dont tu parlais, pour que justement, sur les différents sujets, l'éco-conception, comment mieux définir avec les clients des objectifs, comment analyser, mesurer des processus avant et après, enfin tous les éléments, comment prioriser un backlog par exemple sur un projet agile par la valeur, et pas que la valeur financière, mais aussi sur des évaluations plus de consommation énergétique, émissions carbone ou intérêt même juste pour le client. Donc c'est vraiment tous ces rôles, toute cette organisation. Et à côté de ça, un plan de conduite du changement. On a embarqué tous les managers lors d'un kick-off en début d'année. On a fait des webinaires, des séminaires par métier, pour que chacun, avec sa fonction, son rôle, puisse devenir un acteur. Après, est-ce qu'on a réussi à ce que chacun trouve son intérêt et un périmètre pour vraiment être acteur de la démarche? On en reparlera tout à l'heure, mais c'est ça l'enjeu après, c'est que chacun effectivement trouve son rôle, son périmètre pour pouvoir être un acteur de cette démarche. Oui, je crois qu'on parle de valeur pour soi, en fait. Si en tant que collaborateur ou collaboratrice, on n'identifie pas cette valeur pour soi dans la démarche, d'ailleurs, peu importe quelle démarche, hein, on n'est pas obligé de parler d'impact pour ça, effectivement, c'est plus difficile d'embarquer. Voilà, après, chacun a vu qu'en faisant ça, c'était structuré, que les clients y comprenaient l'intérêt, que ça les influençait, qu'en termes de qualité de ce qu'on sortait aussi, c'était de meilleure qualité, il y a plein d'effets bénéfiques, on en reparlera peut-être après, mais qu'en mesurant, on avait des éléments tangibles à mettre en avant pour montrer ce qu'on avait créé collectivement, les équipes ASI et nos clients. Donc ça a plein de vertus, en fait, d'avoir mis ça en place. Juste et très rapidement avant de passer à Hélène, en gros là tu as donc une centaine de personnes embarquées sur le projet.
vous validez le process et il y a quand même une diffusion sur le reste de l'équipe qui vous donnez de la visibilité quand même à ce que vous faites sur ces éléments-là. En fait, on a fait un plan de conduite du changement et on a créé en fait même des outils internes, hein, donc une newsletter impact. On avait déjà une newsletter interne à ici diffusée aux 500 collaborateurs. Là, on a créé une newsletter à part pour expliquer mois par mois ce qui se passait, ce qu'on avait comme éléments concrets, les difficultés qu'on avait. Tu as parlé, nous on avait fait le choix, et Magali est dans la salle, d'être transparent, c'est-à-dire de dire ce qui fonctionnait, de faire témoigner aussi des chefs de projet qui disaient bah ouais, c'est un peu compliqué, utiliser le RGESN c'est super, mais bon voilà, des commerciaux qui disaient oui mais comment je vais la vendre moi la démarche impact aux clients, et nous qui disions mais de réaliser cette démarche, de la mettre en œuvre, c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité du client, et ça coûte pas plus cher de faire de la qualité et de donner du sens à ce qu'on fait et de définir effectivement des objectifs concrets de création de valeur et de mesurer qu'on les a bien obtenus à la fin. Merci Cédric. Hélène, ça m'intéresse que toi tu nous racontes un petit peu comment ça se passe chez Scopic. Vous êtes engagée dans les transitions, c'est dans le projet d'entreprise. Moi je peux vraiment clairement me demander si c'est encore utile d'infuser au sein de l'équipe, vous êtes 21. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est si simple que ça? Et sinon, comment ça se passe en fait dans une petite structure? Oui, c'est utile. Et oui, de toute façon, infuser la culture de l'impact, c'est le projet d'une vie. Enfin, on ne le fait pas à un instant T et puis ça y est, c'est fini, on a réussi, on passe à autre chose. C'est un travail de longue haleine, de tous les jours. Moi, je peux vous raconter comment on a fait, nous, à notre échelle, et ce qui est réplicable, puisqu'on est une petite entreprise, on est 20, on est une PME. On a un modèle d'agence, donc c'est un modèle particulier. Pour autant, ce que j'observe, c'est que c'est tout à fait réplicable dans des entreprises structurées différemment et taille plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on accompagne aussi chez nos clients. Donc, c'est possible. Peut-être venir sur les 4 points clés qui sont importants, ou peut-être 3 avec un prérequis. Donc, je commence par le prérequis. C'est d'avoir une direction convaincue, c'est d'avoir un board qui y croit. Là, on parle de transformation quand on parle d'impact. Si on travaille dans la contrainte, dans la douleur, on va avoir du mal à embarquer les parties prenantes. Donc je crois que le point de départ, c'est quand même d'avoir un board qui est convaincu et qui va pouvoir porter, impulser ces transformations. Bien sûr, il y aura des difficultés. Bien sûr, il y a un enjeu aussi de transparence sur les freins et voilà, les complexités qu'on va rencontrer. C'est ce qui fait aussi l'authenticité, la sincérité de la démarche. Mais voilà, un board convaincu, c'est plus de chances d'embarquer les équipes. Ça, c'est la base. Prérequis. Ensuite, je dirais que le premier point, c'est le partage de la connaissance. On a commencé cette conférence en disant c'est quoi l'impact. Chacun a son idée sur ce dont on parle. Le mieux, quand on commence la démarche, ou en tout cas quand on décide de l'engager plus fortement, c'est de bien définir ce dont on parle. Donc moi, c'est ce que j'appelle le partage de la connaissance. C'est hyper important d'avoir un socle de connaissances commun. Particulièrement sur les enjeux climatiques. Alors quand je dis ça, il ne s'agit pas de faire rentrer la politique dans l'entreprise, mais de partager des données qui sont objectives, qui sont scientifiques en fait, indiscutables, et d'avoir un socle de connaissances commun pour pouvoir construire ensuite. Donc ça passe par, moi chez nous par exemple, tout le monde a vécu au moins une fresque sur des thématiques très spécifiques. Chez nous, ça passe par une réunion thématique par mois, des interventions régulières d'experts. On va aussi faire des visites sur le terrain. Voilà, il y a toute une culture de la connaissance qui doit se mettre en place. Deuxième point, je dirais que c'est de se poser collectivement la question de à quoi on sert. Tu l'as abordé tout à l'heure. C'est quoi le sens de notre projet? L'entreprise est forcément un centre de profit. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses? Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait aussi, nous, appliquer, puisqu'on aime tester ce qu'on propose à nos clients, bien sûr. Donc on a réfléchi collectivement au sens de nos activités. Nous, nos métiers, c'est la communication et la concertation. Il y a plein de manières de faire de la communication, mais plein. Toutes ne nous conviennent pas. Donc on a vraiment redéfini profondément le pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on veut apporter, donc la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients. Et ça passe par un travail sur la vision de nos métiers, sur la mission collective qu'on souhaite mener, sur nos valeurs, c'est-à-dire nos piliers d'action, comment on fera les choses et ce qu'on s'interdit aussi de faire. Et donc redéfinir tout ce cap collectif qui est essentiel pour pouvoir aller tous dans la même direction. Tout à l'heure, je disais il faut que tout le monde soit aligné derrière le projet. Ça nécessite de l'avoir travaillé ensemble et de le connaître collectivement. Et puis enfin, et il faut peut-être que j'en termine pour laisser mes camarades s'exprimer, ce qui est super important une fois qu'on a fait ce travail de définition, c'est de passer à l'action.
C'est très bien de se définir, c'est un travail intellectuel qui est passionnant, moi j'adore ça, c'est mon métier au quotidien, c'est très stimulant. Ce qui est essentiel derrière, c'est de le transformer de manière très concrète. Donc chez nous, une fois qu'on a eu défini notre raison d'être et toute notre feuille de route de mission, donc nos engagements, nos indicateurs, etc., on est passé aussi très très rapidement à l'action, c'est-à-dire qu'on a mis chaque équipe métier à l'épreuve de passer au prisme toutes ces pratiques du quotidien, donc ce qu'on fait dans l'entreprise, mais aussi ce qu'on fait pour nos clients, en regard de cette raison d'être. Et là, l'outil est super puissant puisque ça permet effectivement de se challenger, de repenser ses pratiques, donc d'innover, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur tout ce que ça peut apporter de changements positifs dans l'entreprise. Et à travers cet impact aussi à des fins business, puisqu'on ne va pas se mentir, derrière, il y a quand même toujours l'enjeu de faire tourner nos entreprises. Merci Hélène. Pour enchaîner Antoine, alors, je t'oriente après si tu veux digresser. Tu digresses pas trop quand même. Non, je vais focuser sur ça. Ce qui est intéressant dans la complémentarité que tu vas apporter, je pense, c'est que là, dans les discours d'Hélène et Cédric, on est quand même sur des démarches qui sont quasi 100% internalisées. Ils ont internalisé complètement en fait, la chaîne de valeur d'infuser l'impact dans leur entreprise. Tu proposes une solution externe qui aide, qui accompagne, qui apporte des réponses, j'imagine, à les entreprises que tu accompagnes. Est-ce que les entreprises viennent vous voir ou activent la solution en ayant déjà coché toutes les cases que vient de décrire Hélène, un board aligné, un projet défini, une mission très claire, etc. Ou est-ce que tu les accompagnes aussi là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est comment tu fais infuser, toi, ces entreprises-là, et quel équilibre elles trouvent entre ta solution, de l'interne, de l'externe et Ouais, nous, il faut être modeste sur ce qu'on fait. On fait une formation que je pense être assez engagée, que je pense être pas trop idiote, mais décider de former tout le monde sur les enjeux environnementaux, c'est presque la mesure la plus simple à prendre. C'est-à-dire qu'elle viendra jamais taper dans le dur de votre business. Vous allez former tout le monde. Alors certes, vous allez peut-être générer une génération d'activistes qui un jour viendront vous gratter un peu là où ça fait mal, mais c'est pas radical de former tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'essentiel des boîtes du CAC 40 en France ont décidé de former tout le monde. Avec ce que je fais moi ou avec des fresques du climat, des boîtes comme EDF, des boîtes comme La Poste, on décidé que tout le monde passerait par la fresque. Donc il faut être un peu modeste sur ça. Du coup, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a des grandes boîtes, mais genre vraiment très grosses boîtes qui ont peut-être pas coché tout le truc, mais qui se disent bien que oui, il faut agir, qui ont des directions RSE qui sont assez importantes, qui ont pris des engagements de réduction de leurs émissions carbone, et qui donc, ça va un peu dans la continuité. Moi, ce que je vois pas mal, c'est notamment des copains qui ont créé des startups à la sortie d'écoles de commerce, qui ont 20, 30, 40 salariés, qui souvent, ça va avec le fait de faire un enfant, c'est pas toujours le cas, mais souvent ça joue, ont une espèce de crise environnementale, de prise de conscience environnementale quelque part entre 30 et 40 ans. Et ces gens-là, ils ont une difficulté terrible parce qu'ils ont créé une boîte sur un narratif, en fait sur deux narratifs. Un narratif qui est ce que vous faites dans votre startup. Je pense à des copains qui ont créé une boîte qui permet de remplacer les infirmières avec une plateforme de mise en relation quand il n'y en a pas dans les hôpitaux. Donc ils ont un truc de la qualité de soins. Donc les gens qui les rejoignent, c'est ah là là, bah oui, l'hôpital c'est important, c'est bien qu'il y ait toujours des infirmières. Super. Le deuxième narratif, dans 100% des cas de startups qui sont en train de lever des fonds, donc de se mettre en déséquilibre pour essayer de le récupérer, c'est la croissance. Et ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous incarnez ça en tant que dirigeant, et du jour au lendemain, et parfois ça vous prend un peu comme ça, vous décidez qu'en fait l'environnement c'est un truc. Et ça c'est hyper dur à faire. Donc je pense à mes potes qui ont ça, je pense à des boîtes comme Mano Mano par exemple, donc là pour le coup grosse start-up, les 2 patrons se sont dit oh putain, mais en fait vous n'êtes plus tout seul les gars. Il y a 200, il y a 300 mecs, enfin 300 salariés, hommes et femmes, à qui vous racontez quelque chose depuis longtemps. Donc on essaye de les aider un peu, et du coup on le fait soit avec nos cours, soit en venant parler, prendre la parole. C'est hyper dur à faire de changer le narratif de ta boîte. Regardez des boîtes comme NetExplo, comme Hub Institute, qui sont donc des boîtes d'observatoire un peu de la transition digitale qui ont plutôt bien marché. Quand le digital s'est un peu épuisé, alors là ça repart avec l'IA, mais il y a 2-3 ans, ils ont essayé de se recréer quelque chose en disant le nouveau choc de transformation c'est l'environnement, donc tout d'un coup on devient la boîte environnementale. Et ben c'est hyper dur. Vous avez 40, 50 salariés, tout le monde ne vit pas ce shift au même moment. Moi, je l'ai vécu de manière assez radicale il y a 3 ans en commençant à m'intéresser au sujet. Déjà, c'était compliqué pour moi, mais j'étais tout seul, quoi. Le penser à l'échelle d'une entreprise, c'est très, très compliqué. Et on en parlait un peu quand on préparait, mais notamment des managers intermédiaires. Ça fait 20 ans que tu leur expliques une équation qui est exactement celle que tu disais, quoi. Coût, délai, qualité. Comment tu fais en sorte que ce ne soit pas la lubie du patron, que ça se traduise dans les équipes? Et pour ça, en 2 secondes, je pense, et c'est à ça que je crois qu'on sert, il y a une logique de masse critique.
C'est-à-dire ça marche et ton manager au milieu il va bouger même si en fait il comprend pas exactement pourquoi, parce qu'il a à la fois son boss qui est un peu sur ses côtes et puis dans ses équipes des gens qui commencent à dire quand même moi-même j'ai eu un peu une prise de conscience, donc faut rassembler des troupes, c'est le programme commun en 81, c'est-à-dire vous prenez la parole avec un bilan carbone, avec des gens qui ils vont comprendre, ils vont s'intéresser au problème, ils vont dire oh merde, et ben ceux-là c'est peut-être je sais pas moi 10% de votre boîte, faut trouver un narratif pour les 10% d'après qui va peut-être être plus positif, qui va être autour des nouveaux récits, qui va être autour des co-bénéfices, vous pouvez imaginer plein de choses. Faut que ça grossisse. Faut que ça grossisse au point où ça deviendra un peu irrésistible, et on en est encore très loin. Et donc, il faut changer les axes d'approche pour vraiment atteindre cette espèce de logique de masse critique qui, à mon avis, permettra à certaines boîtes de basculer. Alors, je peux rebondir là-dessus, parce que c'est super intéressant, parce que je suis d'accord et j'ai un petit point de désaccord aussi. C'est intéressant. Côté programme commun. Voilà, il y avait beaucoup de points de désaccord. Alors le programme commun, n'en parlons pas. On a dit qu'on faisait pas de politique aujourd'hui. Non, pour être plus sérieux, c'est que, effectivement, je partage ce que tu dis sur le fait que, et Hélène en parlait. Moi, le jour où j'ai racheté l'entreprise dans laquelle j'étais salarié depuis 20 ans, fin 2022, c'est vrai que on était dans des années formidables du digital. La Convention des entreprises pour le climat, on s'est pris quand même une sacrée claque en se disant, bon, le digital, quand même, c'est un acteur qui génère énormément d'émissions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter? On ne peut pas être régénératif demain. Comment on fait pour commencer à inverser un petit peu la tendance? Et puis, donc, on s'est dit, on y va. Ce que j'ai dit tout à l'heure, RSE, métier, on met tout dans le métier. Donc effectivement, ça vient de moi et de mon associé et de certains managers. Magali qui était là tout à l'heure, la directrice marketing et communication et RSE, qui a impulsé ça depuis longtemps. On a une team RSE avec 40 salariés qui là aussi été très très actif. Maintenant, c'est pas de la sensibilisation, c'est pas de la communication, c'est incontournable, ce n'est pas optionnel. Moi, ce que j'ai dit à les deux personnes de l'assistance de l'assurance Impact, c'est le directeur des opérations de l'entreprise et le directeur de l'offre et de l'innovation. Et le process, c'est pas un process, c'est pas une formation, on te dit, voilà, tu as vu une fresque, c'est horrible, est-ce que tu vas faire demain? Non, c'est nous maintenant, la manière de faire des projets chez IC, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu le fais pas comme ça, alors c'est un peu dur ce que je veux dire, mais ça veut dire que tu es hors jeu, tu respectes pas la promesse que nous on fait au marché. Et donc, à partir du moment où tu es impact manager, où tu es directeur de projet ou chef de projet, c'est comme ça que tu vas faire le projet. Et si tu fais pas bien le projet, donc on va t'aider. On va pas te dire, on va pas te mettre un couteau ou un pistolet sur la tempe en disant réussi. On va t'aider. Donc l'assurance impact, elle servait à ça, les experts référents. Mais par contre, c'est incontournable. Donc moi, je vous le dis franchement, par moment, je suis encore. Ça m'arrive d'être encore un peu en colère quand je vois que le process, vous connaissez les Français, hein, on fait un on est process, sur les points de friction, là, ça y est, si on peut le contourner un peu, non mais là aussi, je ne fais pas de polémique, mais dès qu'on peut le contourner un peu le process ou dire oui mais j'avais pas vu, j'étais pas là au début, et puis j'ai un peu zappé quelques trucs quoi. Donc et donc on arrive à quelque chose qui est pas du tout ce qu'on avait prévu. Alors je dis pas que il y a beaucoup de choses très positives. Moi j'ai vu beaucoup de projets justement complètement concrétiser ça, et aussi des choses où des gens passent à côté. Donc pour rebondir, c'est effectivement des bons relais, mais des relais qui soient convaincus et qui soient capables effectivement de coordonner et d'appliquer cette vision-là, et que ça soit pas quelque chose pour se faire plaisir, mais quelque chose qui est la nouvelle manière de faire de l'entreprise, et que cette manière-là, elle soit aussi mesurée et évaluée, et qu'elle soit partie intégrante de la manière dont les collaborateurs sont, et je fais un petit, genre je ne vais pas parler du sujet suivant, mais la manière dont les collaborateurs sont évalués, c'est leur capacité aussi à appliquer ce process et cette promesse qu'on fait à tout le monde. Et on est devenu société à mission, donc on s'est encore plus exposé. Mais ouais, c'est pas optionnel. Avant de passer au dernier point, tu faisais une super ouverture justement. Là, j'appelais ça des points de friction, mais tu parlais des premiers freins finalement que tu as rencontrés toi dans la mise en place de la démarche. Nous, on décide d'avancer comme ça, on se donne plus d'autres options. Et donc, ton premier frein finalement, si j'entends bien, c'est la mise en place par tes collaborateurs et tes collaboratrices, parfois qui peut être difficile. Je vais faire très très vite. Nous, le gros problème qu'on a eu, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des sujets, des contextes dans lesquels les collaborateurs, ils peuvent appliquer le process, et en plus ils sont pilotés par un impact manager qui a une vision globale, qui est ultra convaincu, et là ça fait des trucs formidables. C'est-à-dire où on a des projets où effectivement on est sur l'éco-conception, on est super, on a créé de la valeur, on a influencé le client, les équipes comprennent le sens et sont hyper contentes d'avoir participé à ça. C'est aussi en termes de qualité de ce qu'on a délivré au top. Il y a donc tous les. Et puis de l'autre côté, on a des contextes
Ou quand j'ai un collaborateur, parce que nous, notre métier, on a parfois une personne dans une équipe où le client, il n'a pas envie forcément d'appliquer une démarche impact ou de faire de l'éco-conception ou se dire tiens, est-ce que je vais être sobre et ben dans ce cas-là, effectivement, c'est compliqué. Et moi, je ne peux pas promettre à tous mes collaborateurs que tous les jours, ils vont intervenir dans un contexte où ils pourront appliquer la démarche. Donc moi, mon job, c'est de leur donner aussi des leviers où, entre le top du top et l'influence, ils puissent avoir quand même des outils pour participer d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui est bénéfique, qui fait avancer un peu. Alors après, on peut être plus ou moins exigeant, hein. Moi, je suis parfois très, très impatient, très frustré. Magali n'est plus là, donc elle va dire c'est bien, tu ne devais pas le dire, mais moi je le dis parce que de temps en temps je suis un peu agacé de me dire que ça ne va pas assez vite. Mais c'est normal aussi, c'est 500, il n'y en a pas toujours le bon contexte, il y a des clients qui n'ont vraiment rien à faire, je le dis franchement aussi, qui nous l'ont dit. On a fait des études pour notre passage Société Mission, ils ont dit mais ici, enfin, très bien, mais nous on ne les attend pas là, ça ne nous intéresse pas. Donc on a encore du job, hein, et puis on a ce que disait Antoine tout à l'heure, et j'arrêterai là-dessus, c'est qu'on a des collaborateurs, et là c'est plus embêtant, qui ont des rôles dans l'entreprise où ils doivent porter ça, et ils n'ont pas du tout le mindset. Et donc c'est pas qu'ils ne croient pas au truc, c'est que c'est trop dur pour eux de faire le switch, parce qu'ils ont toujours été habitués à coût, qualité, délai, fabriquer, donc ils n'arrivent pas à switcher. On a beau les accompagner, ils n'y arrivent pas. Et donc, il faut trouver un autre système, leur trouver une autre fonction et organiser différemment les projets ou les missions. Est-ce que tu veux rebondir, Hélène, sur, oui, sur ces freins rencontrés? Je voulais rebondir. Sur les freins, effectivement, convaincre tout le monde, c'est difficile. Mais je voulais réagir sur cette vision de l'entreprise où maintenant, voilà, ça va être comme ça parce qu'on n'a pas le choix pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est vrai, mais en fait, je pense tout l'art pour animer cette conduite du changement, c'est aussi de créer la rencontre entre la vision haute, la vision stratégique qui est portée par le pilote, et heureusement il y a un pilote dans l'avion, on a besoin de dirigeants dans les entreprises, mais de créer la rencontre aussi avec la vision terrain, avec ce qui se passe concrètement au quotidien dans la réalité de nos métiers respectifs. Et donc ça s'anime. Et en fait, je pense qu'on arrive mieux à embarquer et à faire changer les pratiques quand on a donné la chance de participer, de réfléchir à la chose, en donnant du pouvoir d'agir. Donc, il ne s'agit pas de tout co-construire ou d'annuler le pilotage de l'entreprise, parce qu'encore une fois, vraiment, je le répète, on a besoin de dirigeants dans l'entreprise. Mais par contre, si on veut emmener les équipes avec soi, il faut leur donner de la latitude pour qu'elles puissent réfléchir et donc proposer. Et en fait, c'est aussi en partant comme ça, alors ça prendra du temps, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais on sera gagnant à la fin parce que l'engagement va être bien meilleur à tous les niveaux de l'entreprise. Et le management intermédiaire, évidemment, c'est essentiel. Soit le management, on arrive à le convaincre par le haut, soit il va être convaincu par le bas, mais à un moment donné, il va être aussi dans cette histoire, bien sûr. Entièrement d'accord avec ça. Tu veux compléter? Moi aussi, ouais, en micro-point, le principal frein, c'est que, à part quelques rares exceptions, il est peu probable que plus d'impact et le respect des limites planétaires soit le plus rapide chemin vers la croissance. Donc le principal point, il est là, c'est que ça coûte du blé. Du blé que vous allez probablement pas récupérer de part et d'autre. Et du coup, je pense qu'il y a un truc assez fondamental qui est, en micro, décider de quelle est la bonne taille de mon entreprise. C'est intéressant, vous êtes tous les deux sur un modèle d'agence. Sur un modèle d'agence, surtout quand dans le digital il y a beaucoup de demandes, il y a des boîtes comme Norcis dans le SN aussi qui ont réussi à créer un positionnement premium, très très respectueux du temps des collaborateurs, de la qualité et à rester, parce que du coup tu attires des gens meilleurs en gros, qui bossent bien, tu as quelques clients engagés, il y en a qui s'en foutent mais tu en as assez d'engagés et tu trouves ton truc. Peut-être que pour une ESN, 500, c'est une taille qui devient assez raisonnable parce que on a une masse critique de compétences qu'on arrive à acquérir et puis ça justifie d'avoir quelques personnes en HR, à l'IT, machin, et 500, c'est bien. Peut-être que du coup, 500, c'est bien. Ça veut dire que l'année d'après, vous allez toujours faire des gains de productivité. Hein. Vous pouvez décider de le réinvestir dans, j'en sais rien, moi, la semaine de 4 jours. Peut-être que pour une agence de com, 10-20 personnes, c'est bien. Moi, je me suis posé la question dans ce qu'on fait. Moi, je dépense pas mal de fric pour produire des vidéos. Donc, j'ai une espèce de masse critique autour de 10 millions d'euros. En dessous de 10 millions d'euros, c'est dur de faire tourner mon business. Donc pendant 3 ans, j'ai eu une espèce de course aux 10 millions d'euros. Ça me faisait confiance, il était sympa, il m'avançait un peu d'argent. Et donc on a beaucoup embauché, on a réussi à se débrouiller, on a atteint une espèce de 10 millions d'euros. On pourrait presque se dire, maintenant, stable. Et puis avec tous les clients qu'on rajoute, on génère un peu du temps, on rajoute un peu de personnes, mais pas beaucoup, tu vois, et on n'est pas obligé de sortir un bénéfice qui est en croissance chaque année. D'ailleurs, c'est pas trop la demande d'AXA aujourd'hui. Ils sont pas, tu vois. Alors après, il y a des moments de vie d'une boîte. Tu peux avoir un VC derrière toi, tu peux avoir fait un LBO pour acheter ta boîte, il faut peut-être rembourser ta dette, mais un jour, elle est remboursée, ta dette.
Nous, on grossit encore un tout petit peu parce que AXA Climate, c'est 3 business units et je suis l'une d'entre elles. Donc, la boîte nous a beaucoup aidé. Donc, on se dit ça serait bien que l'ensemble atteigne la rentabilité. Une fois que tu atteins la rentabilité, c'est pas dit que tu aies envie de maximiser le retour à l'actionnaire. Quand tu es une boîte du CAC 40, c'est très compliqué parce qu'en réalité, pour le coup, il n'y a pas plus gros que toi, donc là, c'est la course au plus gros, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant de se demander dans mon activité, c'est quoi le plancher bas en dessous duquel c'est dur d'opérer, parce que je vais avoir des concurrents plus gros qui auront un avantage compétitif du fait qu'ils sont plus gros et tout ça. Mais à partir de ce plancher bas, est-ce que vraiment je suis obligé d'être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus gros? Et encore une fois, c'est une question qu'on ne se pose pas normalement. Et une fois qu'on se la pose, elle est assez libératrice. J'ai du mal à faire le lien en termes de frein, si tu veux, par rapport au fait de s'impliquer dans cette démarche de l'impact par rapport à l'économie. Alors oui, bien évidemment, tu vas mettre ton curseur d'investissement en fonction de toi, ce dont tu as besoin, ce que tu es capable d'investir. Mais là, j'ai eu du mal à faire le lien. Si tu cherches plus forcément à ce que demain soit 10% plus gros qu'hier, tu libères plein de trucs. Tu peux décider de payer un peu mieux les gens, tu peux décider d'être plus respectueux de l'environnement, tu peux décider de payer ton électricité plus cher, tu peux décider de payer ton eau plus cher, tu peux décider de mettre en place un système qui est tel que tu génères plus d'eau usée. Ce gain de productivité, si tu décides pas qu'il est forcément au service de la croissance économique, bah tu finances un peu la transition à ton échelle. Okay. Mais ça, tant que ton objectif c'est d'être forcément plus gros, c'est très dur. Et là, pour le coup, soyons honnêtes, la transition, elle vient de manière frontale contre ça. Ouais. Il y a quelques modèles d'affaires qui permettent de s'en sortir, mais pas beaucoup et pas à l'échelle du pays. Oui, mais donc on en revient à un frein qui est celui du modèle de l'entreprise en tant que tel, finalement. Oui, mais pour rebondir sur ce que dit Antoine, c'est exactement ça. Hein. Nous, ça nous a coûté, moi, j'évalue entre 400 et 500 cas en 2023 la démarche impact, le coût de la diffusion de la première année de cette démarche. Je pense que ça va être un peu moins cette année parce qu'on a déjà des... mais c'est vrai qu'il faut, par rapport à ça, il n'y a pas le choix. Il faut que la valeur de nos prestations... Alors moi, nous, notre stratégie, c'est pas de devenir 3000 dans 5 ans, hein, c'est d'avoir une croissance... c'est vraiment que la valeur soit là et c'est plus le fond qui est important que la forme. Mais par contre, pour faire le fond, il faut aussi que quelque part, ça fonctionne, que l'équilibre, donc que la valeur... elle soit perçue et que la démarche et les process qu'on a mis en place, effectivement, ils amènent un gain de productivité qui nous permettent d'accompagner tout ça. Sinon, à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Parce que les salaires augmentent, les charges augmentent, et de toute façon, on est quand même dans un système où chaque année, il faut qu'on ait un petit peu de croissance supplémentaire pour pouvoir assumer juste les hausses de salaire de nos collaborateurs. C'est là que tu peux espérer qu'à un moment, la régulation vient t'aider. C'est-à-dire, si à un moment, tu mets un prix sur le carbone ou sur les mauvaises pratiques de tes concurrents, tu viens dégrader la rentabilité et ta trajectoire est pour les grosses boîtes, oui, effectivement, ça ne concernera pas forcément tout le monde, la réglementation, mais... Ça peut inclure les petites, tu peux mettre un prix au carbone demain si tu considères que tu es vraiment dans le dur. Oui, je disais juste ça, parce que la réglementation est plus accessible, concerne plutôt les gros aujourd'hui, même sur des sujets qui nous concernent, qui sont l'accessibilité, par exemple. Oui. Tu vois, la contrainte, elle est quand même très centralisée sur certains profils de boîtes, même si ça va évoluer. Si on prend juste le carbone, en fait, la stratégie, ça a été de taper sur ceux qui ont du fric, donc grosso modo les banquiers et les investisseurs, de telle sorte qu'ils collent la pression à leurs clients grands comptes, qu'ils collent la pression à leurs fournisseurs petits comptes. C'est un peu ça la théorie. Il faut juste qu'on enchaîne. Désolé. On a encore 2 points, mais il nous reste, si on veut vous laisser un petit peu le temps de poser des questions, j'espère que vous en avez plein, il nous reste 2 minutes, je crois. C'est ça, pour aborder 2 questions. Il y avait la question, alors je vais les lancer, puis vous les prenez au vol. Il y a la question de la mesure. Est-ce que ça se mesure, tout ça, la démarche impact en entreprise? Alors celui qui prend la question, il a 1 minute pour y répondre. Attends, j'ai pas posé la deuxième. Là, on l'a déjà un peu évoqué. Et puis, il y a la question de la valeur générée. Alors, soit vous en choisissez une des 2 et on a 2 minutes pour la creuser, je vous fais confiance, ou pas. Mais voilà, il nous restait ces 2 points. Est-ce qu'on mesure? Si oui, comment? Et qu'est-ce que ça génère comme valeur concrètement dans l'entreprise ou pour l'entreprise? Peut-être Hélène, tu veux commencer? Sur la mesure, moi je ne vais pas aller sur des techniques de mesure très très précises. Moi j'ai envie de prendre des mesures assez humaines, assez simples. On parlait beaucoup de RH et de l'engagement des collaborateurs. Chez nous, on peut mesurer le plaisir au travail. Ça se mesure aussi. Et ouais. Et on est très content de ça, c'est-à-dire qu'en fait de remettre du sens dans nos activités, dans nos métiers, surtout sur des métiers, encore une fois, la communication c'est très galvaudé, c'est pas toujours une image très vertueuse, donc vraiment remettre du sens dans nos métiers, ça crée de l'engagement, ça crée du sens au travail, beaucoup de plaisir, et donc ça donne un turnover qui est très faible, ça donne des candidatures de collaborateurs qui veulent nous rejoindre, qui sont très qualifiés, et donc on a la chance de pouvoir choisir nos collaborateurs.
Enfin voilà, c'est ce type d'indicateur. Peut-être que toi, tu vas aller sur des choses un peu plus techniques. Non, moi, la mesure, c'est devenu. Moi, j'ai une obsession, c'est de vérifier qu'on avance. Parce que Antoine disait, effectivement, il y a le climat, la planète, etc. Bon, moi, je sors d'une conférence où les Chinois, ils ont le droit de consommer autant de charbon qu'ils veulent jusqu'en 2030. Donc, quand on revient à notre propre échelle, c'est de se dire, OK, on peut être les plus vertueux de la planète, mais on participe. Moi, je veux être sûr que ce qu'on fait, on était à un point A et on est en train d'avancer. Donc déjà, donc c'est un peu idiot, mais donc j'essaie de mesurer tout, mais je mesure ça aussi. Donc c'est-à-dire que là aussi, de dire quelque chose, et on l'a évoqué au niveau dans un bureau de présidence en disant je veux faire ça, est-ce que ça suit sur le terrain? Moi le matin, je me dis est-ce que les collaborateurs perçoivent sur le terrain ce qu'on est en train de dire dehors? Comme quand je dis à mes clients, nous on fait des projets avec un process et on veut faire de l'impact. Si demain les projets qui sortent sont dégueulasses, moi j'ai un problème personnel quand je me lève le matin. Donc on a fait un baromètre trimestriel, on pose 7 questions à nos collaborateurs, dont le plaisir au travail, dont est-ce qu'ils apprennent, est-ce qu'ils sont soutenus, est-ce que les projets sur lesquels ont du sens. Donc 96,6% de réponses à ce premier baromètre trimestriel à 2024, c'est un engagement que j'avais pris en 2023 à la fin de la démarche impact. Et on a vu toutes les réponses. Alors évidemment, tout n'est pas ouvert. On a fait des collaborateurs qui n'ont pas de plaisir. Et ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on allait voir ceux qui étaient les plus en difficulté pour voir comment on pouvait les aider à retrouver du plaisir et à aller voir leur manager si on pouvait gérer la situation. Donc, et tout ça, la mesure, pour faire le lien avec ton autre question, c'est que ça génère de la valeur évidemment, parce qu'on peut mieux voir comment les collaborateurs vivent, on peut gérer des situations compliquées, on peut recruter des collaborateurs parce qu'on tient nos promesses, on a fait des recrutements uniquement parce qu'ils avaient envie de participer à l'impact, on peut faire des partenariats avec des entreprises, on peut signer des affaires aussi parce que le client dit on est de la même famille, on a les mêmes valeurs, on a envie de travailler avec vous. Et ben moi, pour moi, c'est aussi ma plus grande satisfaction, comme de voir des collaborateurs qui ont complètement switché et qui l'utilisent au quotidien. En termes de valeur, pardon Estelle, mais moi j'aimerais juste ajouter la valeur d'innovation qui est énorme en fait. On en a assez peu parlé au cours de la conférence, mais forcément de se poser toutes ces questions-là sur le sens du projet d'entreprise et le travailler collectivement, ça génère des nouvelles idées, ça permet à l'entreprise de se questionner profondément, donc de se repositionner. Et c'est aussi un atout de compétitivité que de se poser ces questions-là, parce qu'on se repositionne sur un marché, on innove dans les pratiques, et ça a énormément de valeur. Merci Hélène. Est-ce que tu veux compléter Antoine? Je saute mon tour pour qu'il y ait du temps sur les questions. Oh, adorable.